Bienvenue sur CivilNet, mon invitée est Anaït Dasseux Termestropian. Elle est psychologue clinicienne, psychanalyste et avec Santé Arménie, elle vient plusieurs fois par an en Arménie pour former les psychologues locaux à la gestion psychologique des blessés de guerre. Bonjour Anaït. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Moi aussi, merci de l'invitation. On s'était déjà vu l'année passée, en 2024, je pense que c'était au mois de mars, ou peut-être avril, je ne suis plus très certaine, mais on avait déjà commencé à parler du travail que vous faites avec Santé Arménie. Oui, j'étais avec ma collègue Irène Nigolian. Oui, qui elle-même est donc arménienne, mais qui vit en Suisse, oui. Et qui elle-même est psychiatre. Absolument, psychiatre et psychanalyste à Genève. Ouais, c'est des terminaisons. Et pédopsychiatre. Voilà, très bien. Donc, du coup, je voulais qu'on revienne un peu sur Santé Arménie. Donc, cette organisation qui a quoi comme but au final en Arménie? Elle a été créée en 2000, juste après la guerre de 2020. Ça s'est créé, oui, juste en décembre 2020. Et on a commencé, le groupe Psychotrauma aussi, à se créer et se coordonner à ce moment-là. Le but de Santé Arménie, donc pour le rappeler, en fait, c'est qu'on intervenait non seulement pour l'urgence, mais aussi dans la durée, pour un transfert de compétences. Pour aller vite, je vais dire ça. Mais avec toutes les spécialités qui étaient représentées, il y avait les chirurgiens, il y avait les dermatologues, puisqu'il y avait les brûlures au phosphore, il y avait beaucoup de blessés, comme tout le monde le sait. Tous les domaines pratiquement de la santé étaient représentés. Et nous, on a formé ce groupe Psychotrauma pour intervenir dès le début avec les psychologues qui travaillaient sur le front avec les soldats et qui faisaient les suivis ensuite, et avec les soldats et avec les familles. Donc, pour en revenir un petit peu justement à ce domaine-là, est-ce que c'est vrai, quels sont les manques à l'époque que l'Arménie rencontrait dans le domaine de la santé mentale pour prendre en charge des personnes qui ont subi des traumas liés directement à la guerre? Parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Arménie, le domaine de la santé mentale, c'est pas... Ça se développe, mais il y a encore du chemin. On n'en est pas au niveau de l'Europe ou d'autres pays occidentaux. Et donc, il y a encore du chemin à faire. Et le domaine de la guerre et des traumas de guerre, c'est quelque chose qui était complètement flou, je pense, en Arménie. Et donc, on a 2020, la guerre du Haut-Karabakh. On a j'imagine, des milliers de personnes qui reviennent blessées. Quels sont les manques que vous avez, vous, remarqués quand vous êtes venu les premières fois, tant chez les psychologues, et comment est-ce que vous avez fait, enfin, comment vous faites jusqu'à maintenant pour essayer de prendre ça en charge et de pallier ces manques? En fait, c'est vrai que la santé mentale est peut-être un peu plus tabou ici que partout ailleurs, mais ça reste une démarche pas facile. Moi, je travaille à l'hôpital militaire à Clamart, à côté de Paris, et je peux vous dire que pour les patients militaires là-bas non plus, c'est pas si évident du tout que d'aller voir un ou une psychologue. En fait, donc le tabou existe, il est peut-être un peu plus fort ici, mais je crois que dans ce malheur, ça s'est ouvert plus en Arménie à la santé mentale, effectivement. Les grands manques à l'époque étaient le soutien, en fait, pour les psychiatres, peut-être aussi, parce que moi, je suis pas psychiatre, mais 3 autres camarades et amis du groupe Psychotrauma, qui sont Patrick Alessian, qui est de Paris, il est pédopsychiatre et psychanalyste, Sévan Minassian, de la même manière, il est pédopsychiatre et psychanalyste, et Irène Nigolian, qu'on a cité tout à l'heure, de Genève. Eux, ils ont pu faire quelques consultations au tout début dans les hôpitaux militaires pour aider les psychiatres sur place à prendre en charge immédiatement les plus gravement touchés psychiquement, qui étaient plutôt du côté de la psychose, certainement, plutôt que du trauma de guerre qui n'a pas basculé dans la psychose, quoi. Les grands besoins étaient d'accompagner les psychologues qui travaillaient bénévolement aussi et qui étaient eux-mêmes très touchés, en fait. Il y avait comme une contagion du trauma. Ils arrivaient à assurer leur travail auprès des soldats, auprès des familles, mais ils avaient besoin de soutien aussi. C'est ce qu'on a fait avec ce qu'on appelle les supervisions, mais ça ne veut pas dire qu'on était supérieur à eux. C'était un temps de décalage et d'échange nécessaires pour pouvoir, eux, mieux appréhender ceux qu'ils écoutaient et mieux les aider. Sur le psychotrauma lui-même, alors on a beaucoup de psychologues qui sont vraiment très bien formés, notamment avec le groupe ARPA, l'association arménienne de psychanalyse, et d'autres avec qui on travaille, avec Ratchatur Gasparian, avec Almen Soroyan, le psychiatre, avec Tigran Tounian, le psychiatre des armées, qui ont ouvert en fait
les portes pour qu'on collabore ensemble. Et on a donné beaucoup de séminaires sur le psychotrauma, sur les différents aspects, sur le travail avec les enfants, sur le travail avec les familles, aujourd'hui avec les adolescents aussi. Et donc sur tous ces points-là, on continue les formations et le transfert de compétences parce qu'ils commencent à se mettre en place. Et comment se manifestaient justement ces traumas auprès des personnes que vous avez pu voir et avec qui vous avez pu travailler? Alors, ce ne serait pas que trop facile de dire que chaque personne, évidemment, le manifeste différemment, mais quand même, il y a des points communs que l'on peut retrouver, qui est un retrait de la vie sociale, même parfois un retrait de la vie familiale, un retrait de l'investissement, même ça peut aller jusqu'avec les enfants, parce que c'est comme s'il y avait la peur de perdre. Ils sont dans un deuil très profond, d'avoir perdu leurs camarades, la culpabilité d'être survivants. Il y en a qui peuvent plonger dans des addictions, dans une violence, dans un état de vigilance permanent aussi. Donc, bref, beaucoup d'aspects qui sont présents et pour lesquels il est nécessaire de les accompagner pour pouvoir mettre un peu de distance avec l'événement traumatique ou les événements traumatiques qu'ils ont vécus. Ça, c'est quelque chose que vous avez remarqué donc au début, j'imagine, au sortir de la guerre. Est-ce que c'est quelque chose qui évolue? Est-ce que c'est des traumas qui évoluent avec le temps? Est-ce que ça change parce que ça fait 5 ans? Est-ce que ça a changé entre-temps, les traumas, les réactions, les nouveaux symptômes? Alors pour ceux qui sont pris en charge très rapidement, oui, bien sûr qu'il y a des évolutions positives qui sont là et heureusement. Après, ça dépend si ce sont des traumas multiples ou des traumas simples. Parce que parfois, ça vient sur un terrain personnel où il y a déjà eu des traumas, et en Arménie, malheureusement, il y a beaucoup de... Terre de trauma. Oui, exactement, de périodes de trauma, des choses qui se répètent ou qui ont été vécues dans la famille et qui ont pu atteindre aussi les personnes, même si elles ne les ont pas vécues directement, elles peuvent en ressentir des effets. Donc, ces prises en charge, elles continuent. Elles ont des effets, évidemment, et heureusement, et je crois que c'est nécessaire aussi de s'occuper parallèlement de la famille. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur, parce que quelqu'un qui se replie sur lui-même, c'est pas sans effet sur la famille. Et puis, il y a les deuils, en fait, qui sont plus ou moins gravement vécus. Là aussi, il y a un travail nécessaire pour les accompagner et les aider à sortir du deuil petit à petit. Sans que ça bascule dans une mélancolie, mais je ne veux pas rentrer dans des choses trop techniques, mais la mélancolie, c'est beaucoup plus dur d'en sortir qu'un deuil simple, on va dire. Je voulais vous poser la question de savoir, ici les personnes ont perdu des camarades, on fait face à la guerre, on vit sûrement des atrocités. On a aussi des familles donc, qui sont victimes de la guerre, qui ont perdu des enfants, leurs enfants. Mais ces personnes ont aussi perdu des terres. Comment on vit le fait de ne plus avoir de terre pour eux et d'être dans le souvenir, en fait, d'être incapable de revenir dans sa maison, sur son propre territoire, comme si tout ça n'était plus qu'un souvenir. Est-ce que ça joue aussi beaucoup sur leur état mental de se dire qu'en fait, ce qu'ils avaient connu n'existe plus, mais plus du tout? Bien sûr, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a tous les exilés depuis un peu plus d'1 an maintenant. Nous, on travaillait aussi avec Stepan Akert et le centre Empathia, qui est un centre psychosocial. Je crois qu'on avait dû l'évoquer déjà l'année dernière. On continue à travailler avec eux, qui sont, une semaine après avoir été exilés eux-mêmes, ils ont recréé le centre ici, qui continue à travailler. On continue à collaborer ensemble. Bien sûr que c'est compliqué parce que, surtout que les gens... toutes les personnes exilées, les familles exilées sont logées pour la plupart provisoirement. Il y a des aides du gouvernement qui sont données, je n'ai pas le détail, mais qui vont baisser et s'arrêter prochainement. Donc se dire que où est-ce qu'ils vont s'installer parce que c'est pas les mêmes moyens. Je crois que c'était pas les mêmes niveaux de salaire en Artsakh que en Arménie. Donc retrouver un niveau de vie avec en partant de rien, puisqu'ils sont partis avec quelques vêtements, une couverture, enfin tout le monde le sait, mais et se réinstaller quelque part, c'est très compliqué parce que l'ancrage, une maison, symboliquement, c'est aussi, enfin c'est la terre, et c'est l'endroit où on est à l'abri. Là, il n'y a plus d'abri stable pour le moment, et je crois que pour beaucoup, ça reste dans cette instabilité-là, qui est très difficile.
Vous avez aussi travaillé, donc vous l'avez noté, donc vous avez travaillé en France avec des personnes qui ont un profil plutôt militaire. Est-ce que vous, ayant travaillé avec de nombreux militaires français dans la réhabilitation, est-ce que vous voyez une différence ou bien des similarités dans les traumas entre justement ces militaires français et les jeunes Arméniens qui sont allés au front? Il y a des traits communs, bien sûr, comme je disais, à travers les symptômes que l'on retrouve. Après, la malheureuse spécificité de l'Arménie, c'est les frontières incertaines toujours, qui continuent. Donc ça, c'est un peu plus compliqué aussi à travailler pour un état psychique qui a été fragilisé. C'est-à-dire de savoir que la menace est quand même là, on ne sait pas, en fait. C'est pas fini, en fait. C'est pas fini. Il n'y a pas une tranquillité de ce côté-là en disant on est maintenant à l'abri, au repos, et donc il y a plus de risque. Et cette incertitude des frontières, cette espèce de menace permanente qu'il y a, ajoute de la difficulté au travail. Pour le reste, les symptômes, ils sont pluriels, mais ça peut être 2, 3 chez une personne, ça peut être beaucoup plus chez d'autres. Ça n'empêche pas de travailler. C'est un peu plus complexe, mais ça n'empêche pas de travailler. Donc j'avais lu un article de Hetk, qui est un média d'investigation, qui parle justement de l'aide à la santé mentale pour ces soldats surtout. Et un des psychologues qui avait été, psychiatre plutôt, qui avait été interviewé, disait qu'il y avait quand même des méthodes qu'ils avaient appris venant justement de vous. Et c'est notamment la méthode EMDR, intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. Et moi, ça m'a intriguée parce que du coup, je vois pas du tout ce que ça peut être. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette méthode, par exemple? Alors, moi, je pratique pas cette méthode, je pourrais pas vous la décrire dans le détail avec précision, mais c'est pratiqué, effectivement, en France aussi, pour pas mal de soldats et d'autres personnes traumatisées. C'est valable plus spécifiquement pour les traumas simples, comme je le disais tout à l'heure. Et ça peut être effectivement très soulageant. Je travaille avec des psychiatres qui font le MDR. Et quand c'est suffisant pour les patients, tant mieux. C'est très bien. Parce que ça peut il y a une part d'hypnose, en fait, comme une forme d'hypnose dedans, et qui fonctionne et qui calme la personne. Quand il y a des choses plus lourdes et peut-être plus anciennes, justement, quand c'est pas sur un trauma simple, souvent, ils m'appellent, ils me disent, est-ce que tu peux prendre la suite? Parce qu'il y a d'autres choses à travailler que ce qui était là au premier plan, comme le souvenir répétitif, les cauchemars, etc. Donc ça apaise souvent ça, et c'est très utile. Il ne faut pas se priver de toutes les méthodes. Je crois que moi, je suis psychanalyste, mais néanmoins, en temps aussi difficile et incertain, je crois que c'est très important de s'appuyer sur toutes les méthodes. Souvent, on vient compléter, quand c'est nécessaire, le temps d'apaisement premier que ça apporte. Donc vous l'avez noté, donc le gouvernement arménien apporte très peu d'aide, ou pas du tout, je pense, à la gestion et à la prise en charge de la santé mentale pour les soldats et de manière générale les blessés de guerre. Et si elle prenait en charge, elle le prend de moins en moins et compte sur le long terme ne pas non, trop ça, je sais pas. Je peux pas affirmer ça. Je peux pas dire que le gouvernement ne s'en occupe pas parce que, sincèrement, je n'ai pas les précisions là-dessus. Je parlais des populations d'Artsakh qui ont été exilées, qui ont bénéficié, si j'ai bien compris, je suis pas positionnée politiquement, mais le retour qu'on en a, ils ont reçu, chaque membre d'une famille recevait jusqu'à 60 000 drams, je crois, et là, à partir du mois d'avril, je crois que ça passe à 30 000, si je me trompe pas. Je parlais de ça. Pour les militaires, je crois qu'ils continuent à être pris en charge par le gouvernement, par le ministère de la Défense. Et on collabore. Santé Arménie, depuis le début, on a voulu s'inscrire dans cette collaboration, y compris donc le ministère de la Santé, avec la Défense pour tout ce qui est partie réhabilitation, avec notre collègue Kaline Chabazian, qui est neurologue, et qui a créé le centre de réhabilitation à Goris, dans l'hôpital franco-arménien. Un deuxième ouvre là à Goris aussi pour les enfants qu'elle dirige, et où on travaille aussi avec des psychologues. C'est pluridisciplinaire. Il y a les orthophonistes, kinés, psychomotriciens quand on en dispose, psychologues et bien sûr les médecins neurologues qui font le suivi. Et ça va être ouvert aussi pour les enfants là à Goris à partir du mois prochain. Donc,
on travaille sur plusieurs fronts. Vous travaillez sur plusieurs fronts, quoi. On travaille sur plusieurs fronts. Avec Santé Arménie, on a été très sensibilisés et par nos équipes et la volonté de ne pas être centralisé qu'à Yerevan, parce qu'à Yerevan, il y a des possibilités. Donc on a à Goris, on a plusieurs psychologues, on a 4 psychologues qui travaillent, l'une à l'hôpital, une deuxième à l'hôpital pour enfants maintenant, mais aussi 2 autres psychologues qui travaillent avec les groupes d'adolescents, pour lesquels il y a eu une formation tout ce week-end qui a été menée avec 12 de nos psychologues. On a 2 psychologues à Djermouk, on a une psychologue à Rapan aussi maintenant, et il y en a 4 avec Empathia sur la plaine d'Ararat pour les réfugiés, parce que ce sont les Arsartiotes qui sont là, qui travaillent avec eux, et avec qui on continue à faire des équipes mobiles de psychotrauma là. Très bien. Et alors, je voulais vous poser une dernière question. C'est de savoir, on parle souvent de Santé Arménie et du fait que vous veniez ici, mais donc ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des personnes qui travaillent avec qui collaborent avec Santé Arménie le font de manière bénévole. C'est des personnes qui viennent qui prennent sur leur temps pour venir en Arménie, et vous faites partie de ces personnes qui prennent ça? Absolument. Nous tous, on vient complètement bénévolement sur nos frais. Ici, moi, je viens 3 fois par an. C'est à peu près la moyenne avec Irène Nigolian aussi. Cette fois, on n'a pas réussi à se coordonner, mais on aime bien venir en équipe. Donc, on vient totalement bénévolement et à nos frais, en fait. Donc, c'est important de le savoir. Par contre, les psychologues qui travaillent ici sont rémunérés par Santé Arménie pour pouvoir recevoir les populations gratuitement, justement. C'est le point vraiment important parce que il faut faire savoir aux gens qu'il y a des psychologues, et on voit une différence maintenant où les gens se rendent bien compte qu'il y a des besoins et qu'il y a un changement, en fait, possible pour eux. Donc, si on peut contribuer en Arménie à ce que la santé mentale soit plus prise en compte, c'est vraiment notre vœu le plus cher, je dirais. Tant que j'y suis, je vais poser une autre question et puis on va s'arrêter là. Mais quelles sont les conséquences, selon vous, sur le long terme, si jamais il n'y a pas de prise en charge de la santé mentale pour le pays de manière... Parce qu'on a l'impression que c'est des cas isolés et que ça ne nous touche pas forcément, qu'on soit dans la diaspora ou ici, où on n'a pas de lien direct, peut-être, mis à part la notion de la symbolique de la terre arménienne et tout ça, mais si on n'a pas quelqu'un dans notre famille qui traverse ce genre de choses, on a l'impression que ça concerne les autres et pas forcément nous quand on vit ici. Mais quelles sont les conséquences pour la société globalement s'il y a un manque de prise en charge dans la santé mentale? C'est une vaste question, hein. Je dirais que je n'ai pas la réponse à tout, mais je crois qu'il y en a beaucoup plus que ce que l'on pense, en fait, de personnes qui ont des besoins de prise en charge. En fait, c'est pas une faiblesse. Je crois que les gens, moi j'en entends tout le temps, je crois, mais à partir du moment où les gens savent que je suis thérapeute, là tout d'un coup les langues se délient en disant mais je connais quelqu'un dans ma famille, un voisin, un proche, ami, parent, etc., qui en a besoin mais qui n'ose pas y aller, etc. Je crois que j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais le tabou, pour y revenir, il existe un peu partout. Maintenant, je crois que c'est important de montrer que c'est pas une faiblesse, parce que c'est souvent ça, je suis pas fou, je suis pas faible. Ce sont les 2 termes qui reviennent le plus fréquemment, pas qu'en Arménie, hein, mais de leur montrer qu'au contraire, c'est une grande force que d'affronter ses propres peurs, ses propres blessures. Pour les militaires, moi je dis souvent, vous ne marchez pas les yeux fermés sur un terrain, en fait. Vous ouvrez les yeux, vous regardez là où il y a des creux, des bosses, ce qui peut faire mal, ce qui peut être plus facile à traverser, là où il faut faire particulièrement des pas de côté pour ne pas tomber dans un piège. Le psychisme, on pourrait presque le décrire comme ça. Et je crois que ça c'est important. Si on ne s'en occupe pas, on va beaucoup plus... il y a le risque d'aller beaucoup plus facilement vers une chute, en fait. C'est une chute, moins bien tenir dans la vie, ne pas être investi vraiment. Alors, pour les militaires, évidemment, ils ne sont plus en état de suivre sur un terrain de guerre. Très bien. Merci beaucoup, Anaït, pour cette discussion. Merci à vous pour votre suivi, toujours. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.